Nous allons aujourd'hui fouiller l'histoire du Sénégal en parlant des femmes du royaume du Waalo présentes militairement et politiquement, héroïnes également d'un grand fait historique Tella Tay Nder. Notre invité sur Women First TV, la télévision des femmes, professeur Fatou Sow Sarr, socio-anthropologue, va mieux nous édifier sur la question. Professeur, bonjour et bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Bonjour et merci pour cette invitation. Professeur, les femmes étaient toujours présentes dans le royaume du Waalo. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, l'histoire des femmes et le royaume du Waalo est une histoire fascinante. Dès la fondation du royaume, les femmes étaient déjà là. Et donc, tout au long du processus, du début à la fin, les femmes ont eu une présence remarquable. L'histoire du Waalo nous montre que du début de la fondation du royaume, en tout cas de la dynastie des Mbodj, jusqu'à la fin du royaume en 1855, quand Ndaté a été défaite par Faidherbe, c'est les femmes qui ont toujours été présentes, c'est les femmes qui ont joué les grands rôles, c'est elles qui ont mis les hommes au pouvoir, c'est elles qui contrôlaient le trésor familial. C'est la raison pour laquelle elles avaient toutes ces possibilités, parce que la Linguère, c'était une fonction politique avec des apanages, avec des terres, avec des moyens de sa politique, avec la possibilité de lever des impôts, avec des biens. Et effectivement, elles l'ont utilisé au service de leur propre lignée. Mais tout au long de l'histoire, on trouvera des femmes remarquables, mais on peut en citer quelques-unes. On peut citer par exemple Djarbourguel, qui pour moi est une date marquante, qui au XVIIe siècle va marquer un tournant dans les modalités d'exercice du pouvoir. Mais ce qui se passe sous Djarbourguel, elle décide que l'ensemble des pouvoirs vont aller à sa lignée maternelle, à ses neveux. Et ça a créé une sorte de guerre civile, en tout cas, où les enfants de sa demi-sœur Aram Bakar sont allés se réfugier à Wouli, au Sénégal oriental. Mais quand ils reviendront, ils prendront le pouvoir. Et ils prendront le pouvoir sur des décennies, parce que les enfants de Aram Bakar vont, eux, ce qu'ils reprochaient à leur sœur Djarbourguel, ils vont l'appliquer à eux-mêmes. Parce que Yérim Bakar Mbodj deviendra le Brak, son frère Ndiak Aram deviendra le Kadji, et son autre frère, le plus jeune Natoga Aram, deviendra le Briok. Et successivement, tous ces trois frères seront des Braks. Et c'est sur cette continuité, parce que jusqu'ici donc, on a vu que c'est les femmes qui se battaient pour voir qui mettre au pouvoir. Et cela va continuer avec Fatim Yamar Khouriaye et sa sœur Tegrella. En 1695, elles aussi, quand l'un de leurs frères était malade, avait perdu la raison, elles l'ont exilé à Dagana, elles ont continué à exercer le pouvoir, elles ont mis les hommes qu'elles voulaient. C'est comme ça, par exemple, qu'elles ont mis Koulimba Diop, un de leurs cousins qui venait du Cayor, qui est le petit-fils de Yérim Mbodj, mais elles le mettront au pouvoir. Mais en le mettant au pouvoir, comme il n'était pas un Mbodj, parce que c'était les Mbodj qui doivent être les Brak, la dynastie, ils n'avaient pas la totalité du pouvoir. Et cette Fatim Yamar Khouriaye, c'est la même qui va donc être la figure marquante de ce qu'on a appelé la tragédie de Nder en 1820. Si vous pouvez, madame, aussi revenir juste sur ce grand jour de Nder, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tella Tay Nder, qui n'est rien d'autre qu'une forme de résistance à la colonisation agricole du Waalo. Mais en 1820, quand elles ont été attaquées, parce que les Maures avaient déjà attaqué le Waalo à Tchagar au mois de septembre 1819, par surprise, le roi a été défait et était parti à Saint-Louis se faire soigner. Ils en ont décidé pour venir attaquer la capitale et l'anéantir. Fatim Yamar a organisé la résistance avec les autres femmes de la cour royale. Et dans la grande case, qui était un espace de rencontre, une grande salle de conférence, elle a organisé cette résistance-là parce qu'elles ont réussi, dans un premier temps, à chasser l'ennemi. Mais quand l'ennemi s'est rendu compte que c'était des femmes, l'ennemi est revenu à la charge
mais ayant épuisé leurs munitions, elles ont décidé de se brûler vives parce que la guerre a toujours été atroce, y compris à ces périodes-là. Elles ne voulaient pas être souillées pour leur sang, pour l'histoire, pour la postérité. Elles ont préféré la mort que d'être traînées demain dans la boue parce que la guerre, c'était des atrocités, c'était l'esclavage si vous étiez vaincu. Donc, elle a organisé cette résistance-là qui lui vaut aujourd'hui, en tout cas, une histoire merveilleuse. Et avant de se mourir, elle a décidé d'évacuer ses 2 filles, Ndiembet et Ndaté, qui avaient 8 et 10 ans, parce qu'elle pensait aussi à la postérité. Et elles ont suivi également les traces de leur maman. Elles ont suivi les traces de leur maman, de leur arrière-maman, de leur arrière-grand-mère. Donc je dis depuis Aram Bakar, qui est leur ancêtre aussi, c'est cette même logique qu'on a retrouvée dans l'histoire de ce Waalo. Et ce sont ces 2 enfants qui finiront par avoir aussi le contrôle du royaume. D'abord Ndiembet, qui a dirigé et qui, à sa mort, va être remplacé par sa sœur Ndaté Yalla. Et Ndaté Yalla a été aussi l'une de ces figures marquantes parce que c'est elle qui a ouvert la confrontation avec le pouvoir colonial. Parce que Ndaté n'a jamais accepté la cession de Saint-Louis au Toubab, aux Français, et elle continuait à lever l'impôt à Sor, ce qui est aujourd'hui l'entrée de Saint-Louis, et dans le Gandiol. Et quand la colonisation le lui interdisait, elle leur disait: le Waalo m'appartient à moi et à moi toute seule. Donc Ndaté, comme je dis, elle n'a jamais accepté aucune compromission avec le pouvoir colonial. Elle a résisté jusqu'au bout, elle a été une véritable résistante, elle a été une nationaliste. Ce que d'ailleurs sera prouvé par son fils Sidiya Ndaté Yalla, qui va être à la défaite de sa mère, sera capturé par Faidherbe, qui lui donnera le titre de Léon. Parfois, elles ont décidé de se suicider pour éviter que les armes de leur mari ne se tournent vers leurs propres frères. Et bon, voilà, donc on a là, de manière assez résumée, brève, la présence des femmes dans l'espace politique au Waalo, comment elles ont contribué à la transformation des institutions politiques, à les renforcer aussi parfois, mais aussi de dire que ces femmes-là, leur histoire nous enseigne une chose, que nous femmes, en tout cas pour ce royaume-là, avons toujours été au cœur du politique. Est-ce qu'on peut dire aussi, au-delà de l'aspect politique, les femmes du Waalo étaient militairement aussi présentes? Mais bien sûr, puisque les Fatim Yamar Khouriaye, elles ont enfourché leurs chevaux, elles ont chassé l'ennemi, parce qu'elles étaient formées aussi à cela. Donc, elles appartiennent à l'élite politique aussi. Elle savait pas simplement négocier politiquement, mais elle savait parce que les rois, c'est eux qui dirigeaient les guerres, en réalité. Et ça, c'est une histoire dans tous les royaumes, les femmes sont formées. Si vous vous souvenez de l'histoire du Kayor, Ngoné Latyr a détourné, en tout cas mis en fuite, l'armée de Trarza, parce que son père malade ne pouvait plus être à la tête de cette armée, et elle a pris la place de son père. Donc les familles royales, les familles Tchedo, avaient aussi la connaissance des maniements aussi des armes. Donc parce que c'était des hommes et des femmes politiques accomplis. Donc ces femmes étaient formées à gouverner et elles ont gouverné. Au moment où ces femmes étaient déjà au pouvoir, n'est-ce pas, les femmes occidentales, elles revendiquaient des droits. Ça veut dire que ces femmes étaient en avance quand même. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je dis que la France n'atteindra le niveau du Waalo de 1855 que le jour où il mettra une femme au pouvoir, parce qu'il a vaincu un peuple qui était dirigé par une femme. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis nous n'avons pas la même trajectoire que l'Occident, nous n'avons pas la même histoire, et nous devons nous revenir à nous-mêmes pour savoir quelles sont les batailles que nous devons engager, qui dépassent les préoccupations que les Françaises ont aujourd'hui ou que le monde occidental a aujourd'hui, qui se limitent à des revendications de droits, alors que nous devons véritablement renouer
avec la stratégie de conquête du pouvoir. Je pense que les femmes font fausse route en continuant à se battre pour la revendication de droits. Que les Françaises, les Occidentales, qui par leur culture ont toujours été à la marche de la société, se battent pour des droits qu'on leur a ôtés, cela est tout à fait normal. Mais pour un pays comme le Waalo, où les femmes n'étaient pas seulement au cœur du pouvoir, mais les femmes étaient le pouvoir, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est de travailler pour la conquête du pouvoir ou la reconquête du pouvoir, pour que les femmes renouent avec leur propre histoire. Parce que l'histoire du Sénégal, comme je dis, d'un bout à l'autre, l'histoire est tenue par les femmes, que ce soit avec la conquête coloniale en 1855, la conquête s'est ouverte au nord face à Ndate Yalla, mais la conquête s'est terminée au sud, en Casamance aussi, avec Aline Sitoé Diatta, qui était la dernière personne à être déportée. Et les Sénégalaises ont, je crois, plus intérêt à apprendre de la présence de ces femmes dans l'espace politique. Ce n'est pas seulement le Waalo, quand on va au Kayor, c'est important dans le Baol de voir des femmes émerger, comme Ngoné Latyr qui a remplacé son père contre les Trarza et qui a vaincu l'armée ennemie. Nous avons aussi au niveau dans le Kayor aussi et dans le Baol, on nous parle beaucoup de Yacine Boubou. Yacine Boubou qui a mis son mari au pouvoir, qui s'est battu pour installer son fils au pouvoir, y compris son beau-fils. Donc voilà une femme aussi qui peut-être à l'image de Fatim Yamar Khouriaï, pas Fatim Yamar Khouriaï, de Aram Bakar, s'est battue pour mettre les hommes qu'elle voulait au poste suprême. Donc aujourd'hui, c'est dommage qu'avec la parenthèse coloniale, on a essayé d'effacer de nos mémoires notre propre histoire. Et cette belle histoire, madame, semble être une contradiction par rapport à la manière dont on décrit surtout la femme africaine traditionnelle, comme une femme soumise qui n'avait pas son mot à dire. Oui, mais ça, je dis, c'est les ruptures historiques qui l'ont amené. À chaque fois qu'on me dit c'est la tradition, je dis, il faut me situer dans le temps de quelle tradition on est en train de parler. C'est vrai, la colonisation a effacé de nos mémoires énormément de choses. L'adoption de la religion musulmane ou de la religion chrétienne qui sont bâties sur le modèle patriarcal, ou en tout cas des cultures plutôt patriarcales, parce que la religion elle est universelle. Mais ceux-là qui nous ont apporté cette religion appartiennent à des cultures et ils viennent véhiculer aussi leur fond et leur substrat culturel. Et c'est ça en fait le dilemme dans lequel les gens se retrouvent aujourd'hui, parce qu'y compris la religion musulmane n'a jamais relégué la femme au second plan. Parce que toute son histoire, elle est faite, donc on nous parlera que de Khadija, qui du point de vue économique a été le support du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous parlera de Aïcha, qui en fait était l'intellectuelle, à mon avis, de ce groupe de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'essentiel du Coran, si nous pouvons aujourd'hui la maîtriser, nous le devons à cette femme. Donc il y a le message divin pour ceux qui croient et l'appropriation culturelle que chacun en fait. Et maintenant, les Africains, parce que ça leur est venu par les Arabes, on n'a pas toujours fait le distinguo entre le contenu du message religieux et réellement ce qu'était la culture arabe. Et la culture arabe, ce n'est pas notre culture. Et nous avons besoin aussi que la recherche nous aide à discerner tout cela, à les dissocier. On peut être profondément religieux, profondément musulman, tout en gardant sa culture. Est-ce qu'on peut aussi dire que ces femmes sont bien connues aujourd'hui? Les femmes ne sont pas bien connues. Cette histoire est très mal connue. C'est pourquoi je suis en train de reprendre l'histoire des femmes du Waalo. C'est vrai, depuis 2008, j'ai fait des manifestations, j'ai fait les bandes dessinées sur Nder, sur Ndate Yalla, pour qu'on connaisse un peu cette histoire. Mais au fur et à mesure que nous étudions le Waalo, il y a d'autres figures féminines dont je vous ai parlé. Aram Bakar, c'est un personnage qui mérite d'être connu. Djarmourguel, qui a changé
l'institution qui lui a donné un nouveau visage. Donc Fatouma Youmaïga, c'est les enfants de Fatouma Youmaïga, Lafna Youmaïga, Tchapatou Youmaïga, Frayna Youmaïga, etc. Toutes ces femmes-là, sur lesquelles il y a une controverse, ont-elles été braques ou n'ont pas été braques, tout laisse croire qu'elles ont été bel et bien, elles ont dirigé le royaume. Mais le concept de braque viendra se consolider un peu plus tard. Et donc voilà, c'est des femmes qui ont aussi... Il y a beaucoup de femmes, je crois qu'au fur et à mesure qu'on va fouiller de l'histoire du Waalo, on ira de découverte en découverte, mais déjà, ce que nous en connaissons, c'est suffisamment solide pour qu'on le partage avec l'ensemble de ce pays-là, avec l'ensemble du monde, et qu'on comprenne que sur une période historique de 750 années, voilà comment les femmes se sont comportées au Sénégal, en étant aux plus hautes, sur les marches les plus élevées du pouvoir politique. Elles ont fait et elles ont défait des hommes parce qu'elles les mettaient au pouvoir et elles pouvaient aussi les enlever du pouvoir quand cela n'était pas plus de leur goût. Mais en tout cas, l'histoire de Ndaté Yalla et de Ndiambogne Mbodj, pour nous, c'est le parachèvement du processus de prise de pouvoir des femmes sur des siècles. Et voilà, parce que c'est une histoire connue, c'est une histoire racontée, qu'on retrouve dans les archives du Sénégal, qu'on retrouve dans les archives de l'IFAN aussi. Surtout l'histoire de Ndaté Yalla, que vous avez aussi magnifiée ces dernières années, en tant que femme opiniâtre et très déterminée d'ailleurs. Parce que Ndaté, pour moi, c'est l'héroïne au-dessus de tous les héros. Quand je dis ça, je veux dire bien sûr des héros du 19e siècle, militaires. Parce que la conquête coloniale a commencé par elle, avant qu'on arrive à Lat Dior. Lat Dior, c'est la génération du fils de Ndaté Yalla, c'est Sidiya. Donc on a fait de Lat Dior le héros national, ce qui est très mérité, parce que la durée de sa résistance vis-à-vis du pouvoir colonial a été très très longue. Mais n'empêche que c'est Ndaté qui, la première, a ouvert la confrontation avec le pouvoir colonial et elle devrait aussi être reconnue pour cela. Et je dis que Ndaté n'a jamais eu de compromission avec le pouvoir colonial, ce que les autres ont fait. Donc c'est intéressant de revenir sur cette femme, sa façon de gouverner, sa vision des choses, son sens du refus, sa confrontation avec Faidherbe pour lui dire que déjà elle voulait l'asphyxier, parce qu'elle prenait des taxes. Évidemment, quand les Français écrivent sur Ndaté, ils disent que Ndaté fait du pillage. Mais eux, quand ils pillent, ils disent qu'ils prennent des impôts. Quand Ndaté prend ses impôts, ils disent que Ndaté fait du pillage. Donc, l'écriture, pourquoi nous avons décidé d'écrire cette histoire-là? Parce que le discours, le regard des Français sur ces femmes-là est un regard chargé, parfois de manière très négative, mais ils ne peuvent pas, à mon avis, face aux faits, parce que nous retournons aux faits. Ils essaient de dénigrer parfois ces femmes-là. Ce n'est pas seulement Ndaté, ils l'ont fait avec Fanta Canal de Baldé, qui est aussi une autre femme qui a régné dans le Poulalou. C'est la cousine de Alpha Moussa Molo. Il disait qu'elle pillait ses populations. Or, c'est les Français qui nous pillaient, c'est les Français qui brûlaient nos villages. Il faut aujourd'hui les réhabiliter d'une autre manière et nous partir des faits pour pouvoir en faire une analyse. L'histoire du Waalo, c'est une histoire de bravoure. C'est une histoire de courage, c'est une histoire de valeur et de morale et d'éthique. Et je crois qu'ils ne nous ont pas laissé des traces matérielles, mais ils nous ont laissé un bien immatériel immense qui constitue le socle sur lequel nous devons nous construire nos sociétés. C'est-à-dire c'est des convictions, c'est-à-dire c'est l'engagement, c'est-à-dire c'est des valeurs morales, le sens de l'honneur, le sens de la dignité. À mon avis, nous avons besoin de revenir sur tout cela pour refonder la société sénégalaise et affronter le futur avec beaucoup plus de sérénité. Et pour commencer, donc, là où on cherche à valoriser la journée du 8 mars, pourquoi pas revenir largement sur le 7 mars 1820? Oui, depuis 2008, quand nous avons fait la première grande manifestation à Sorano, ensuite tous les 2 ans, nous l'avons fait à l'UCAD.
Nous l'avons fait à Saint-Louis, nous l'avons fait au Musée des Civilisations cette année-là, en 2021. Nous avons lancé cet appel et je crois que c'est en train de faire son bout de chemin. Le hasard de l'histoire a fait que le 7 mars précède le 8 mars. Mais l'histoire fait que le 7 mars aussi est plus ancienne que le 8 mars 1820. Donc c'est important pour nous que le Sénégal, non pas, nous ne disons pas que le Sénégal doit renoncer à la fête d'une communauté internationale, mais le Sénégal doit mettre en valeur sa propre histoire. Et je dis que le symbole de Nder est plus puissant pour moi que le symbole du 8 mars de New York. Parce que le symbole de Nder, c'est des femmes qui se sont sacrifiées pour leur patrie. 1855, 1857, les ouvrières du textile de New York se sont battues pour leurs droits, ce qui est louable. Mais je pense que donner sa vie pour sa patrie, c'est encore beaucoup plus puissant. Et le Sénégal devrait d'abord sauvegarder cette image et apporter au concert des nations cette part de son histoire, qui aujourd'hui est un patrimoine. C'est la raison pour laquelle moi j'ai renoncé à fêter le 8 mars au Sénégal. Ce qui est une belle histoire d'ailleurs. Je ne fête plus jamais le 8 mars au Sénégal tant que l'État du Sénégal n'acceptera pas d'intégrer le 7 mars dans son calendrier républicain. Et j'espère qu'avec le président Macky Sall, ça va être fait. Par rapport à cette histoire de Nder, se dégage autant de valeurs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces valeurs perdurent toujours? Non, nous sommes dans une société en déliquescence. Aujourd'hui, nous faisons face à des situations très difficiles pour notre pays. Nous avons vécu trop de traumatismes. Il y a eu l'esclavage, la colonisation, les questions de crise économique, de crise sociale et la pauvreté qui augmente. Voilà, même si statistiquement on nous dit que la pauvreté relative diminue, mais en tout cas le nombre de pauvres qui augmente dans nos sociétés. Et là, tout le terreau est là pour que les gens soient pris dans un sentiment de désarroi qui font qu'ils perdent tous leurs repères, d'autant plus qu'il n'y a pas d'effort. La rupture coloniale, la colonisation a créé une véritable rupture et un hiatus dans nos sociétés, parce qu'on est allé dans une école, comme dit la Grande Royale de l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. L'école des Blancs nous a dépossédés de ce que nous avions. Nous sommes allés aussi dans un système religieux où ce n'est pas la religion qui est le problème, mais où on a tendance à penser que c'est la culture de l'autre, que ce soit la culture occidentale, que ce soit la culture arabe. Et il est temps qu'on revienne à nos propres valeurs, à nous, à notre propre... Mais pour cela, il faut l'enseigner. Pour cela, il faut le mettre dans la mémoire des enfants. Et c'est la bataille que nous menons à travers les bandes dessinées que nous faisons et que nous distribuons régulièrement au niveau des plus jeunes pour qu'ils se souviennent qu'ils ont un passé qui est bien réel et qui est, comme on dirait, c'est ça leur ADN. Si on veut parler de moderne, c'est ça leur racine. Et ils ont besoin de leurs racines pour grandir. Et c'est ça que nous essayons de faire. Mais je pense qu'on va y arriver. Et si tout le monde s'y met, les chercheurs de tous bords, les historiens en premier, les médias qui aujourd'hui permettent à une vitesse extraordinaire de partager tous ces éléments-là. Je crois que si chaque acteur, en ce qui le concerne, joue son rôle, on pourra y arriver. Et nous en avons besoin parce que nous ne pouvons pas nous baser sur des valeurs que nous ne maîtrisons pas, sur des cultures qui nous sont totalement étrangères. Nous serons toujours à la marge et à la périphérie. Et pour revenir au centre, c'est nous qui devons le construire à partir de ce que nous sommes, c'est-à-dire de nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est ça, c'est ce que notre histoire nous a légué. Ce sont ces valeurs fondatrices, comme vous dites. C'est ces principes, c'est ces valeurs qui font qu'on est un être humain accompli. Je crois que c'est à cela que nos ancêtres ont travaillé et il nous faut absolument revenir.
il faut revenir à cela, à ce que nous sommes, parce que c'est ça, ce n'est pas du passé, à mon avis, et c'est très bien que votre télévision s'intéresse à cette question-là, parce qu'au-delà de la femme, c'est tout le patrimoine qui fera que nous soyons de véritables Sénégalais, de véritables Africains, et que nous apportions notre part à la civilisation de l'universel, comme disait Senghor. Non pas que nous soyons absorbés par la civilisation de l'autre, mais que chacun vienne avec un ancrage assez solide. Et nous avons beaucoup à partager, comme je dis, au reste du monde. L'histoire des femmes du Waalo peut énormément servir la lutte des femmes, quels que soient les espaces dans lesquels elles se trouveront. Nous sommes à la fin de notre émission. Si vous voulez ajouter quelque chose. C'est juste vous remercier pour ce que vous faites, parce que vous êtes en train de jouer votre partition aussi sur la vulgarisation de notre patrimoine, de cet héritage culturel qui est essentiel pour la construction de la nation à venir. Parce que nous avons beaucoup de défis que nous devons relever dans le futur. Et la maîtrise de ce passé, à notre avis, est un élément fondamental pour mieux affronter le futur et pour y avoir pensé pour ce que vous êtes en train de faire pour aussi la femme, parce que nous avons déjà d'abord en gros le patrimoine culturel, mais nous avons dans ce patrimoine-là aussi revenir pour expliquer la place de la femme africaine et de la femme sénégalaise en particulier. C'est ce que vous faites et vous le faites bien. Je vous remercie pour cela. Voilà, chers téléspectateurs de Women First TV, nous sommes au terme de notre émission. Nous avions comme invité professeur Fatou Sarr, socio-anthropologue. Nous avions abordé la question de la place des femmes dans le royaume du Waalo. Je remercie bien notre invité ainsi que toute l'équipe technique de Women First TV. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre émission.